Chaque début d'année, c'est la même rengaine. Une profusion de vidéos YouTube vous présente les meilleurs ETF pour investir en 2026. Un titre qui attire, une promesse qui rassure, mais une question qui vous met sur la mauvaise piste. Car voilà le problème, ce genre de contenu, aussi populaire soit-il, ne vous donne qu'une illusion d'information, une illusion de sécurité. ETF S&P 500, Eurostock 50 ou marché émergent, on vous dit que vous êtes exposé, bien diversifié et prêt pour l'avenir, mais en réalité vous portez exactement le même risque. Un risque que vous ne percevez pas. Un risque qui ne se manifeste pas quand tout va bien, mais qui explose quand le marché change de visage. Quand ces actifs diversifiés et censés vous protéger se mettent à chuter ensemble. Quand la diversification se transforme en piège et qu'il est trop tard pour réagir. La citation de Warren Buffett prend ici tout son sens. C'est quand la marée se retire qu'on voit qui nageait sans maillot. Alors plutôt que de vous présenter les meilleurs ETF pour 2026, je préfère vous montrer où se situe le vrai danger. Celui qui déstabilise votre portefeuille au moment précis où vous pensiez avoir tout sécurisé. C'est parti. La première logique dans la construction d'un portefeuille d'ETF, c'est celle que quasiment tout le monde connaît, la diversification géographique. ETF Monde, ETF États-Unis, ETF Europe, ETF Pays émergents. Sur le papier, c'est propre, c'est rationnel, c'est carré et surtout c'est rassurant. C'est d'ailleurs devenu la base de nombreux discours grand public sur l'investissement en ETF. Et soyons clairs, ce n'est pas absurde. La géographie joue bel et bien un rôle central dans la performance de vos placements. On l'observe sur de longues périodes, certaines zones géographiques vont nettement surperformer les autres. Prenez la dernière décennie. Le S&P 500, ici en rouge, a explosé les compteurs avec 12,82% de performance annualisée entre 2015 et 2025. Sur la même période, l'Europe, en bleu, fait 5,80% de performance annualisée. Et les marchés émergents, en jaune, ferment la marche à 4,58%. Sur cette décennie, les marchés émergents sont derrière et les États-Unis loin devant, avec une performance près de 3 fois supérieure. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, le décor change. Entre 2001 et 2010, c'est l'inverse, 10,53% de performance annualisée pour les actions des pays émergents, 0% pour l'Europe et moins 3,18% de performance annualisée pour le marché actions américain. Beaucoup d'investisseurs vont conclure, si je veux lisser les risques, je dois diversifier géographiquement mes placements. De nouveau, le raisonnement est logique, mais malheureusement incomplet et potentiellement dangereux. Alors voici ce qu'il faut bien voir. La diversification géographique diversifie vos sources de performance. En diversifiant à l'international, vous rapprochez la performance de votre portefeuille de celle des actions mondiales. En d'autres mots, vous évitez de trop dévier de la performance des actions mondiales. Mais ça ne garantit en rien une bonne diversification des risques, puisqu'en réalité, il existe différents risques en bourse. En diversifiant géographiquement, vous ne diversifiez qu'un seul risque, celui de sous-performer par rapport aux actions mondiales. Mais soyons honnêtes une seconde, ce qui fait vraiment peur dans un placement en bourse, ce n'est pas de choisir la mauvaise zone géographique et de sous-performer l'ETF Monde. Ce qui fait vraiment peur à l'investisseur, disons-le, c'est le crash boursier. Celui qui sur une seule année efface 30, 40, parfois 50% de la valeur de votre portefeuille. Un crash durant lequel tout baisse ensemble, jour après jour. Celui où on se dit, ça commence vraiment à bien faire maintenant. Est-ce que je ne devrais pas vendre maintenant ? En 2008-2009, lors de la crise des subprimes, un portefeuille ultra diversifié d'actions mondiales a perdu plus de 52% de sa valeur. C'est limpide, la diversification géographique ne vous protège pas d'un crash boursier. Car tous les marchés actions chutent en même temps. Et c'est précisément pour ça que la diversification géographique peut vous donner une fausse impression de protection. Et ça, on le comprendra encore mieux en explorant la deuxième logique. La deuxième logique est plus discrète, plus technique aussi, mais absolument centrale dès lors qu'on investit en bourse. Il s'agit du concept de corrélation entre actifs. La corrélation, c'est la mesure du degré avec lequel les prix de deux actifs bougent ensemble. On dit que deux actifs sont corrélés positivement quand leur prix évolue dans le même sens au même moment. Ces deux actifs montent ensemble et baissent ensemble.
Exemple, un ETF Monde et un ETF S&P 500. Un ETF Monde étant composé à 7 dixièmes d'actions américaines, sa performance sera inévitablement fortement liée à celle de l'indice d'actions américaines S&P 500. Dans ce cas, on dit que la corrélation est très élevée entre ces deux actifs. C'est un peu comme avoir un chat et des poils de chat dans la maison. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez ici représenter les différents niveaux de corrélation entre actifs. La corrélation entre deux actifs s'exprime toujours entre deux valeurs extrêmes, de plus 1 à gauche à moins 1 à droite. Dans la vraie vie, une corrélation parfaite de plus 1 ou une décorrélation parfaite de moins 1 sont extrêmement rares. On sera presque toujours entre les deux. Ce qui nous intéresse ici, ce sont donc les zones intermédiaires. À gauche, vous le voyez, les points sont alignés vers le haut. Ça veut dire que la corrélation entre l'actif dont les prix sont exprimés en abscisse et l'actif dont les prix sont exprimés en ordonnée est forte, à 0,9 ou moyenne à 0,5. Par exemple, la corrélation entre S&P 500 et ETF Monde est de l'ordre de 0,9, corrélation fortement positive. Quand le S&P 500 monte, l'ETF Monde monte aussi, au même moment, quasiment dans les mêmes proportions. Au centre maintenant, tout est dispersé. On dit que les deux actifs sont décorrélés l'un de l'autre. Dans ce cas, il n'y a aucun lien entre le prix des deux actifs. Ils évoluent indépendamment l'un de l'autre, sans logique commune. Exemple, le prix des actions mondiales et le prix de l'or. À long terme, on a pu observer que la corrélation entre ces deux actifs est proche de zéro. Quand le prix des actions mondiales monte ou baisse de 1%, tout est possible avec le prix de l'or. Il peut monter, descendre ou rester stable. On n'en sait rien à l'avance. Et enfin à droite, les points descendent clairement ensemble. Ces deux actifs ont une corrélation négative. Quand un actif monte, l'autre a tendance à baisser. Exemple, le prix du pétrole et le dollar américain. Le pétrole étant coté en dollars, si le dollar monte par rapport aux autres devises, il devient plus cher pour le reste du monde d'acheter du dollar, et donc d'acheter du pétrole. La demande ralentit et le prix du pétrole baisse. Résultat, une corrélation négative entre le pétrole et le dollar. Maintenant, revenons un peu à nos moutons. Imaginez que vous avez pris soin de diversifier votre portefeuille. Un ETF S&P 500, un ETF Europe, un ETF émergent et un ETF Monde. Sur papier, vous avez des milliers d'actions. C'est un portefeuille ultra diversifié. Diversifié, oui, mais aussi grandement corrélé, puisque la corrélation entre les actions au niveau mondial est élevée. Et voici le piège additionnel que la majorité des investisseurs ne voient pas venir. La corrélation n'est pas une donnée fixe. Elle évolue avec le sentiment de marché. Et en période de stress, elle explose. C'est donc précisément quand vous voudriez que votre diversification vous apporte de la stabilité que tout se met à chuter en bloc. Ce phénomène est d'ailleurs très bien documenté. De nombreuses études académiques montrent que les corrélations internationales augmentent significativement au cours des périodes de turbulence. Dans cette autre étude, on nous dit que correlation increases in bear market. La corrélation augmente en bear market, c'est-à-dire en marché baissier. Le message est encore appuyé dans cette autre étude. Cela signifie que les marchés ont tendance à se comporter comme un seul bloc durant les grands crashs boursiers. Et c'est là que l'illusion se brise. États-Unis, Europe, Asie, marché émergent, sur le papier c'est très beau, ces marchés ont l'air différents, mais dans une vraie crise, ils tombent tous ensemble. Pas forcément avec la même intensité, mais toujours dans la même direction. Et pour un investisseur en ETF, ce constat change tout, car posséder plusieurs ETF actions, même bien répartis géographiquement, ne suffit pas à vous protéger d'un crash. Et ça, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un défaut des ETF, c'est une caractéristique structurelle du marché action. C'est exactement pour ça que les fameuses recommandations du type « voici les 3 ETF à acheter cette année » vous donnent une fausse impression de sécurité. C'est à ce moment que la troisième logique devient déterminante. La troisième logique n'est pas financière, elle est profondément humaine. Parce qu'un portefeuille, ce ne sont pas juste des lignes dans un fichier Excel, c'est une réalité dans la tête et parfois dans les tripes de l'investisseur. Sur le papier, toutes les stratégies sont possibles. Vous pouvez construire un portefeuille ultra prudent avec uniquement des obligations d'État allemand d'1 an. Peu de performance, ça je vous le garantis, mais quasiment aucun stress. Ou alors vous pouvez faire all-in sur la tech chinoise. Une performance potentiellement explosive,
mais une volatilité, une incertitude et une tension permanente. Tout est possible, c'est à vous de choisir le portefeuille qui vous convient. Sur le spectre du risque et de l'incertitude, vous faites ce que vous voulez. Par contre, il faudra l'assumer. Et c'est là que ça se complique. Parce que ce qui fait la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur, c'est votre capacité à tenir le cap quand le vent tourne. C'est d'ailleurs ce que démontrent les études. L'investisseur moyen ne tient pas. Et il paye cette instabilité très cher. L'étude d'Albar, souvent reprise par JP Morgan, est sans appel. L'investisseur moyen sous-performe les marchés de 4 à 5% par an. Entre 2001 et 2020, aux États-Unis, le marché action a délivré 7,5% de performance annuelle. L'investisseur moyen, lui, n'a capté que 2,9%, soit un différentiel de 4,6% de performance chaque année pendant 20 ans. Et vous connaissez la puissance des intérêts composés. Imaginez donc l'impact des intérêts composés de 4,6% par an pendant 20 ans contre vous. Alors, pourquoi un tel écart ? Ce n'est pas un problème de produit, ce n'est pas un manque d'information, c'est un problème de comportement. Le particulier achète après les hausses, par peur de rater le train, vend dans la panique pour limiter les pertes, change trop souvent de stratégie et abandonne son plan juste quand il en aurait le plus besoin. Et malheureusement, tout cela a un coût. Dans leur étude Trading is Hazardous to Your Wealth, les auteurs confirment que les rendements nets gagnés par les ménages sont pauvres. Le ménage moyen sous-performe un indice de marché. Et cette sous-performance atteint en moyenne 31 points de base par mois, soit 3,7% par an. En cause, trop d'ordres, trop d'ajustements, trop de décisions prises au mauvais moment. De mon expérience personnelle et de ce que je vois au contact des nombreux clients que j'ai déjà accompagnés, je peux vous dire que ce besoin d'agir vient très souvent d'un point bien précis. Le portefeuille que vous avez construit n'est pas aligné avec le niveau de risque que vous êtes capable de supporter. Le portefeuille est mal calibré, trop exposé, trop instable. Et c'est ce désalignement qui va amener l'investisseur à modifier son portefeuille en cours de route et à abandonner sa stratégie initiale, pour la remplacer par quelque chose de beaucoup moins bien pensé et de beaucoup plus émotionnel et court-termiste. Au fond, un bon portefeuille, ce n'est pas un fichier Excel optimisé. Ce n'est pas un top 5 des ETF qui ont bien marché ces 10 dernières années. C'est un portefeuille que vous pouvez garder sans paniquer, même quand tout se casse la figure. Un portefeuille qui vous donne de la performance, mais aussi du confort émotionnel dans toutes les phases de marché. Si on met tout ça bout à bout, une évidence s'impose. Vous pouvez avoir un portefeuille bien diversifié géographiquement, des ETF solides, cohérents et performants sur le long terme, et malgré tout être dangereusement exposé. C'est pour ça que la promesse des meilleurs ETF de l'année est trompeuse. Elle donne l'illusion que tout repose sur le choix des bons produits. Pire encore, elle suggère qu'il faudrait en changer tous les ans. Mais ce n'est évidemment pas vrai. Le vrai enjeu, c'est la structure globale de votre portefeuille, le niveau de risque absolu et les interactions entre les actifs. Et c'est cette réflexion-là, bien plus que n'importe quelle liste d'ETF, qui fera toute la différence pour vous sur le long terme. Si cette réflexion vous parle, si vous avez compris que le vrai sujet, ce n'est pas quel ETF choisir, mais plutôt comment construire quelque chose de solide et que vous pouvez vraiment tenir, alors je veux être clair, ce travail-là, on ne le fait pas en une vidéo sur YouTube. C'est la raison pour laquelle je viens de créer un tout nouveau programme d'accompagnement qui se déroulera sur les mois de mars et avril de cette année. Mon objectif est simple, constituer un petit groupe de personnes volontaires qui en seulement 5 séances repartiront avec un plan d'investissement clair, cohérent et directement actionnable. Dans cet accompagnement, on couvrira tout ce qui compte vraiment. La théorie, bien sûr, car elle est essentielle pour savoir où on va, mais évidemment aussi tous les aspects pratiques. Les pourcentages alloués aux différents actifs, le choix du ou des courtiers, le choix des ETF, actions, obligations, matières premières, la fiscalité également, mais aussi des idées concrètes pour dynamiser votre portefeuille. Et enfin, je serai bien sûr disponible en direct pour répondre à toutes vos questions. On analysera plusieurs exemples de portefeuilles concrets, on corrigera ce qui doit l'être et on construira quelque chose que vous maîtrisez et que vous assumez.
Le but n'est pas que vous deveniez un expert, mais qu'en seulement 5 séances, vous sachiez exactement quoi faire, pourquoi vous le faites et comment tenir dans le temps. Ce travail, je le ferai en m'appuyant sur mon expérience en banque privée et mes plus de 20 ans de suivi des marchés financiers. Dans ce programme rapide et efficace, vous trouverez la solution complète pour répondre une bonne fois pour toutes à toutes vos questions sur l'investissement. Attention, les inscriptions ferment déjà ce samedi, donc si vous souhaitez nous rejoindre, le lien est en description de cette vidéo. J'espère vous y retrouver nombreux et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!